Merci d'être avec nous au cœur de l'après-midi info sur BFM TV. Il est 16h et les premières neiges sont arrivées. Après la douceur de novembre, décembre s'annonce un petit peu plus froid. Cette baisse des températures favorise donc l'arrivée des flocons, comme en Haute-Loire, où ça tombe depuis ce matin. Nous nous dirigeons vers un hiver en sous-tension avec ce froid s'il persiste et avec l'état du parc nucléaire actuel. Malgré tout, Emmanuel Macron appelle à ne pas paniquer sur l'éventualité de coupures temporaires. Les écoles ne seront malgré tout pas épargnées par ces coupures, en tout cas pas plus de 3 fois. L'épidémie de Covid en plein rebond en ce moment. Les autorités sanitaires incitent vivement les personnes à risque à faire un rappel de vaccin avant les fêtes. On verra si cet appel est entendu dans les pharmacies. Et puis les Bleus en 8e de finale du Mondial au Qatar. Un match qui se jouera demain à 16h. Ce sera face à la Pologne. La plupart du groupe s'est entraîné normalement aujourd'hui. Seul Théo Hernandez a été ménagé pour le moment. Vous l'avez sans doute constaté, cette petite baisse des températures ces derniers jours, un rafraîchissement hivernal qui entraîne l'arrivée des premiers flocons. Il a par exemple neigé en Haute-Loire ce matin à Issangeau. On retrouve Mathias Sarretz sous son bonnet. Écoutez, là on est plutôt sur de la bruine, hein. Ça va, ça vient, la neige devrait faire son retour d'ici la fin d'après-midi. Ce qui est certain, c'est que les habitants de la région, et plus particulièrement ceux d'Issingeaux, se sont réveillés ce matin avec jusqu'à 5 cm de neige devant chez eux, pour leur plus grand bonheur, comme vous allez l'entendre dans les témoignages que nous avons recueillis avec Théo Touchet. Ces flocons sont les bienvenus à l'heure qu'ils ont voulu, parce qu'on ne choisit pas. En tout cas, c'est l'hiver et c'est poétique aussi. Ça fait du bien. J'habite Saint-Georges, donc on est à 1000 mètres. Et ce matin, on a eu la bonne surprise d'avoir de la neige. Donc c'était un vrai plaisir. On en profite un petit peu avant les fêtes de Noël. Donc on a ce côté un petit peu magique de la neige et de la découverte pour les enfants aussi. C'est trop bien. Pour ce qui est de la sécurité routière, la préfecture de Haute-Loire a rappelé aux automobilistes leur obligation d'équiper leurs véhicules de pneus neige ou à défaut de chaînes ou de chaussettes, car il y a de nombreux cols dans la région et que d'ici la fin du week-end, on attend encore beaucoup d'intempéries de ce type. Merci pour ces précisions. Donc à Issangeau, Mathias Sarretz avec Théo Touchet pour BFM TV. En plateau avec nous, Sandra Larue, journaliste météo BFM TV. Sandra, quelle est l'évolution à prévoir pour ces prochains jours? Est-ce qu'il va continuer comme ça à neiger? Alors oui, sur les reliefs, en effet, il va continuer à neiger. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des températures basses, hein, on s'en est aperçu, c'est ces valeurs hivernales qui se sont mises en place. Et puis, on a donc ce courant de sud là qui fait remonter des pluies de Méditerranée. Et ces pluies, au contact de l'air froid, donc présent notamment sur l'Auvergne, hein, sur la Haute-Loire, eh bien, ces pluies se font sous forme de neige aujourd'hui. C'était le cas ce matin en tout cas. On va conserver des chutes de neige sur les reliefs à basse altitude cet après-midi. On les voit ici en vert, en blanc également, donc essentiellement pluie et neige mêlée. Mais sur les Alpes du Sud, ça tombe bien, donc à assez basse altitude, des 1000 mètres. Et donc, en effet, on va conserver cet après-midi ce programme. Et pour la nuit prochaine, on pourrait voir, donc on a des températures basses, et pour la nuit prochaine, on pourrait voir quelques flocons voltiger entre la Bourgogne, le centre, également jusque sur le sud de l'Île-de-France, pourquoi pas, les Pays de la Loire, mais ça ne tiendra pas au sol. Il s'agira plutôt de pluie et neige mêlée. On retrouvera donc des températures toujours fraîches, mais il va continuer de neiger essentiellement sur les reliefs pour ces prochains jours, donc sur les Alpes du Sud, sur le Massif central à assez basse altitude. Donc c'est une bonne nouvelle pour les futurs vacanciers, pour ceux qui profitent des stations, celles qui sont ouvertes dans le courant du week-end. Donc la masse d'air qui reste froide, les températures demain matin, encore des valeurs négatives. Donc on va conserver ce froid, si bien que lundi matin, ce minimum dépressionnaire là qui était sur le sud-est du pays aujourd'hui va s'évacuer vers l'Allemagne, et on pourrait voir aussi voltiger quelques flocons sur les plateaux lorrains, sur le plateau lorrain, sur le plateau de Langres, également remontant sur les collines de l'Artois, plus sur l'extrême nord du pays. Donc voilà le programme. On conserve des conditions hivernales, de l'air froid tout au long de la semaine prochaine, mais côté neige, essentiellement sur les reliefs. L'arrivée du froid qui entraîne de nouvelles inquiétudes concernant l'électricité. Pas de coupure à très court terme, c'est-à-dire dans les prochains jours, selon le directeur exécutif de RTE. En revanche, la nécessité de délestage ponctuel pendant l'hiver se précise. On va voir ça en détail avec Thibaut Grosse. En pleine arrivée de l'hiver, faut-il se préparer à des coupures électriques? Ces derniers jours, la chute des températures fait craindre une surtension. Le gestionnaire du réseau n'exclut pas des délestages. Ce seraient des coupures qui seraient temporaires,
de l'ordre de 2 heures, qui seraient localisées, une ville, un quartier, et surtout qui tournent, parce que l'objectif, c'est jamais qu'elles soient sur les mêmes personnes. Le gouvernement travaille sur une hypothèse. 6 à 10 épisodes de coupures ciblées au cours de l'hiver. Concrètement, elles pourraient avoir lieu aux heures de pointe, entre 8 et 13 heures et 18 et 20 heures, mais n'excéderont pas plus de 2 heures d'affilée. Des exceptions sont prévues pour les secteurs prioritaires, les services publics essentiels, commissariats, casernes de pompiers ou encore hôpitaux y échapperont par exemple. Les habitants seront prévenus la veille à 17 heures d'éventuelles coupures. Un scénario noir, mais qui n'est pas inéluctable. Pour RTE, les économies d'énergie des entreprises ont déjà permis d'endiguer les risques. La consommation d'électricité a baissé. Elle n'a pas baissé que du fait des conditions météorologiques qui étaient anormalement chaudes au cours du mois d'octobre et au mois de novembre. Elle a baissé structurellement. On est 6 à 7% en dessous du minimum des années d'avant du Covid. Selon le gestionnaire français, aucune coupure n'est prévue à court terme. Aujourd'hui, la plateforme EcoWatt qui mesure la tension sur le réseau électrique affiche un signal vert pour les prochains jours, soit l'absence de risque de délestage. Et en cas de coupure de courant, les écoles ne seront pas considérées comme prioritaires. Par conséquent, les élèves ne seront pas accueillis pendant ces demi-journées de télestage dans les zones qui seraient concernées. Les syndicats d'enseignants s'insurgent contre cette décision du gouvernement. Au moment où nous parlons, effectivement, je peux dire que nous n'avons pas d'éléments d'information concrets et surtout nous n'avons été associés à aucune démarche préparatoire comme on peut le faire sur d'autres sujets. Si on revient au cœur du dispositif, on ne pourra pas lancer nos repas de cantine parce que ça commence le matin à 6 heures, donc imaginez avec une coupure pour produire. On aura des soucis sur les transports scolaires qui n'auront pas lieu en cours de journée. On ne pourra pas relancer nos plateaux techniques dans les lycées professionnels. Il y a des problèmes de sécurité, de temporisation. Les personnels n'auront peut-être pas pu non plus se déplacer. Donc on est vraiment dans une situation où il faut arrêter de faire croire qu'on pourra couper le matin et ouvrir l'après-midi. Et malgré tout, ce midi, Emmanuel Macron s'est voulu rassurant sur ce risque de coupure d'électricité. Le président de la République qui s'est exprimé depuis les États-Unis à nos confrères de TF1. Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. Donc, il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême, qui est en effet la nécessité de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Bon. C'est normal que le gouvernement prépare un cas extrême, parce que les dernières années nous l'ont montré, parfois l'impensable arrive. Si on fait tous un peu attention, et à côté de ça, si EDF continue le travail, et j'ai pleine confiance dans l'ensemble des salariés d'EDF et son président-directeur général, alors oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre, un mois de janvier froid, cette période. Ça dépend de nous. On décrypte cette déclaration avec vous, Mathieu Coach, du service politique de BFM TV. La dernière fois qu'Emmanuel Macron a dit pas de panique, on s'en souvient, c'était avant la pénurie d'essence. Alors est-ce qu'on est dans le même cas maintenant avec cette situation sur l'électricité ? Alors je crois que c'est précisément l'inverse. En fait, Emmanuel Macron ne veut plus jamais entendre ces procès en amateurisme, en manque de préparation qu'il y a pu y avoir justement pendant cette pénurie d'essence. Et puis si on remonte un peu plus loin au Covid et notamment pendant cette séquence des masques que l'on a tous en tête. La consigne qui a été donnée au gouvernement, c'est de prendre les devants, quitte à aller franchement loin dans les scénarios catastrophes. D'ailleurs, le président de la République le dit, ce sont des scénarios fictifs, mais il faut les préparer. Pas de panique, ça sert à rien. C'est pas vrai. Alors de là à dire que la note de 9 pages très détaillée par la première ministre envoyée au préfet est une pure fiction, eh bien il n'y a qu'un pas. Et d'ailleurs, si vous demandez en coulisses aujourd'hui à des ministres qui sont concernés par ce dossier des délestages, des coupures d'électricité, eh bien ils sont franchement très rassurants. Les délestages dans l'état des choses ne devraient pas avoir lieu dans les semaines qui viennent. Sauf si, et ça c'est très important, si les Français et les entreprises relâchent complètement les efforts, se mettent à chauffer à 21 degrés tous les soirs à 18h. La stratégie du gouvernement dans les semaines qui viennent, ça va donc de continuer à mettre la pression sur les Français, leur demander de télécharger la fameuse application EcoWatt dont vous entendez déjà beaucoup parler, qui, si elle passe au rouge, il faut le rappeler, laisse 3 jours pour rectifier les comportements et donc pour éviter les coupures. On peut quand même s'interroger aujourd'hui sur la stratégie du président de la République dans cette interview, parce que en répétant 2 fois pas de panique, eh bien il prend le risque que les Français renoncent en partie aux bonnes habitudes qu'ils ont commencé à prendre. Voilà, pas de panique donc, le chef de l'État qui se veut rassurant. Pour Yann Brossat, le porte-parole du Parti communiste français, qui était notre invité un petit peu plus tôt dans l'après-midi, eh bien non, ça n'a rien de rassurant, écoutez.
Ça ne me rassure pas et rien que le fait que ces délestages soient envisagés provoque chez moi, comme chez des millions de Français, un immense sentiment d'humiliation nationale. Longtemps en France, on a été fiers d'avoir notre indépendance énergétique, d'avoir notre souveraineté. Et aujourd'hui, parce que des gouvernements successifs ont fait des choix funestes, on se retrouve dans cette situation-là. On a sacrifié la filière nucléaire, on a fermé Fessenheim, on s'est débarrassé de tas de filières professionnelles, notamment des soudeurs. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation aussi pitoyable et je pense que tout ça doit nous conduire à tirer quelques leçons des choix qui ont été faits au cours de ces dernières années en matière énergétique. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le gouvernement fait valoir son anticipation de ce qui pourrait se passer avec ces coupures de courant. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement se prépare correctement à ces éventuels délestages ? Non mais vous vous rendez compte, on est la 6e puissance économique du monde et on envisage de fermer pour quelques heures des écoles parce qu'on ne serait plus capable de les fournir en électricité. Et le gouvernement nous explique que les écoles, l'éducation nationale, ça ne fait pas partie des services publics essentiels. Mais enfin, on est où ? On est où là ? Et je pense que des millions de Français se disent la même chose. On a le sentiment au fond que la France est devenue un pays du tiers-monde. Ce qui se joue, c'est la tiers-mondisation de la France. Et tout ça, je le redis, ça ne vient pas du ciel, ça ne vient pas du fait qu'il fait froid, ça vient d'abord et avant tout de choix qui ont été faits, qui étaient de mauvais choix. Le choix de sacrifier la filière nucléaire, le choix de privatiser tout ce secteur de l'énergie. On avait un service public, EDF, qui fonctionnait bien, qui disposait d'un monopole, et on a tout coupé en rondelles, on a sacrifié notre service public, et voilà où on se retrouve. Et donc, à un moment donné, ce qu'il serait bon, c'est que le gouvernement nous dise comment on sort de cette situation, comment on réinvestit dans le nucléaire, comment on remet du service public pour faire en sorte que la France retrouve sa souveraineté énergétique. Au Parti communiste français, Yann Brossat, vous réclamez un débat à l'Assemblée nationale sur ces possibilités de coupure d'électricité ? Bien sûr qu'on a besoin d'un débat à l'Assemblée nationale, mais on a surtout besoin de décisions sérieuses qui nous permettent de ne plus nous retrouver dans cette situation. Je le redis, réinvestir dans le nucléaire, nous permettre de retrouver notre souveraineté énergétique. Et puis au-delà de la question de l'énergie, c'est la question plus globale du service public, parce que dans tous les domaines ça craque, dans l'hôpital, dans le service public postal, dans le système ferroviaire, tous nos services publics, tout ce qui faisait la fierté de la France au fond, tout ça est en train de foutre le camp à cause des mauvais choix qui ont été faits par les gouvernements successifs. Et je pense que beaucoup de Français se disent qu'on ne doit pas continuer dans cette voie-là. Alors, les contrôleurs de la SNCF, on le rappelle, sont en grève encore ce week-end pour réclamer de meilleures conditions de travail. On imagine que vous les soutenez, vous les soutiendrez aussi s'ils font grève à Noël ? Moi, je soutiens tous ceux qui se mobilisent pour défendre le service public. Et effectivement, à la SNCF comme ailleurs, on a besoin que les salariés se mobilisent pour remettre du service public, pour faire en sorte qu'on ait des services publics qui fonctionnent, pour faire en sorte que dans notre pays, on ait un État qui revienne, qui fonctionne correctement, plutôt que d'avoir en permanence des choix qui conduisent à sacrifier le service public. Et on le voit une fois de plus dans le secteur de l'énergie. C'est parce qu'on a sacrifié ce service public-là qu'on se retrouve dans cette situation-là. Et donc, bien sûr, les salariés qui se mobilisent, ils ont raison de le faire. Ils tirent la sonnette d'alarme depuis des années, ils ont bien raison de le dire. L'actualité sanitaire à 16h13 sur BFM TV, alors que l'épidémie de Covid, vous le savez, repart à la hausse. On en est à la 9e vague désormais. Eh bien, les personnes les plus fragiles sont vivement encouragées à procéder à une nouvelle vaccination. De rappel, on va voir si ces recommandations sont suivies d'effet ce week-end dans les pharmacies. Chloé Giraud, vous êtes à Boulogne-Billancourt. Est-ce que les gens viennent se faire vacciner ? Oui, ici, dans cette pharmacie de Boulogne-Billancourt, ils viennent se faire vacciner, il faut le dire, parce que ce n'est pas le cas partout pour le moment. Cette campagne de rappel vaccinal, elle patine de manière générale, mais ici, on vaccine sans interruption depuis ce matin, avec ou sans rendez-vous, et avec des profils de patients qui sont assez variés. Il n'y a pas que les patients à risque, il y a aussi des trentenaires, des quarantenaires en bonne santé, des familles aussi qui viennent notamment pour faire vacciner leurs enfants pour la première fois, mais ceux que l'on a le plus vus depuis tout à l'heure avec David Bouteiller, ce sont bien sûr ces profils à risque, donc au-dessus de 60 ans, ou bien les personnes porteuses de maladies ou de pathologies. Nous les avons interrogés, écoutez-les.
Notre fils est interne en anesthésie-réanimation. Dès le début de la pandémie, il nous avait dit faites-vous vacciner. Les effets, on est obèses tous les deux. Donc voilà, il y a un risque, même si on va très bien, on n'a pas de cholestérol, pas de diabète, pas d'hypertension. Je me suis dit allez, c'est bon, on va passer les fêtes tranquilles, on va aller se faire vacciner. Et puis on est placé sur Doctolib, on a trouvé un rendez-vous tout de suite. Vieille, diabétique. Les vagues, je sais nager et les vagues, ça va quoi. Je suis pas du tout. Je ne crains pas. Voilà, je crains pas la bestiole. Donc vous essayez juste de rester à jour, quoi, c'est ça? C'est ça. Oui. Voilà, ces personnes à risque qui sont donc les plus incitées à aller faire leur dose de rappel. Pourtant, pour le moment, ils ne sont que 20% à l'avoir fait dans un contexte donc de regain épidémique. Aujourd'hui, le taux d'incidence en France est de 528 cas pour 100 000 habitants. Merci Chloé Giraud avec David Bouteiller. Alors pour bien comprendre qui peut se faire vacciner, qui doit se faire vacciner, explication avec notre consultant santé, le docteur Jean-Pierre Thierry, qui était avec nous sur ce plateau tout à l'heure. Le risque, il est lié à l'âge, donc les plus de 60 ans, et il est lié aux maladies qu'on peut avoir même si on est plus jeune. Ensuite, il y a aussi les gens qui sont dans l'environnement, dans la famille de quelqu'un qui est particulièrement à risque lié à l'âge ou il y a présence d'une maladie. Et là, il ne faut pas hésiter, il faut se revacciner 3 mois après une dose si on a plus de 80 ans et 6 mois après la dernière dose si on a moins de 80 ans. Concrètement, ça peut concerner tout le monde. On peut se présenter, on ne sera pas rejeté. Par exemple, si on n'a pas plus de 60 ans, si on a 40 ans, qu'on arrive comme ça et qu'on a un rappel de plus d'attendre il y a plus de 6 mois. Mais alors, la priorité, c'est vraiment de vacciner ceux qui sont à risque de faire des formes graves, parce qu'il y a que comme ça fait partie des mesures les plus efficaces pour limiter dans les mois qui viennent les hospitalisations, soit en hospitalisation traditionnelle, soit en réanimation, malheureusement. Alors, donc, surtout en hospitalisation traditionnelle, parce qu'il faut le dire, il y a encore 20 000 personnes hospitalisées pour et avec Covid dans les hôpitaux français. Et vous savez, le personnel est épuisé, il y a des lits fermés. Ensuite, il y a 2 épidémies saisonnières en même temps, c'est l'épidémie de grippe, et puis même si ça touche les nourrissons, il y a l'épidémie de bronchiolite. Donc ça va être extrêmement tendu dans les 2-3 mois qui viennent, on le sait déjà. On n'est pas encore au pic de l'épidémie de grippe et de l'épidémie de bronchiolite. Et tout ça, c'est des autres mesures. Tous ces virus fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire ils nous contaminent dans l'air ambiant, par l'aérosol, par les gouttelettes, par les mains et par les pièces non ventilées. Donc à côté de les vaccins, donc c'est les personnes concernées. On a 2 vaccins, le vaccin contre le Covid bivalent maintenant qui protège mieux des formes graves avec les vaccins, les variants circulants. On a le vaccin contre la grippe. Pour la bronchiolite, il n'y a pas de vaccin. Donc là, on est dans le registre des gestes barrières. Et donc, il faut insister sur les gestes barrières auprès des parents des jeunes nourrissons, mais aussi de leur famille qui peut être présent pendant les réunions de fin d'année, etc. Et puis, d'une façon générale, peut-être qu'on sera amené, en fonction de la situation hospitalière, à freiner la diffusion de ces 3 virus, en fait. De ces 3 virus. Et donc, ça va être les gestes barrières. Donc, c'est pour ça qu'on réaborde le thème des masques dans les transports en commun. Mais au-delà des transports en commun, tous les gens à risque. Alors, il y a une population aussi dont je n'ai pas parlé qui doit porter les masques, c'est ceux chez qui les vaccins ne fonctionnent pas. Comment on le sait? Alors, on le sait parce qu'ils ont des maladies et ils sont surtout traités avec ce qu'on appelle des immunomodulateurs qui dépriment leur immunité. Donc, quand on a fait les vaccins, on a respecté. On a même répété les doses. C'est même 6 doses, etc. On voit qu'ils ne montent pas les anticorps, donc ils restent à risque. Et malheureusement, une partie de cette population se retrouve en réanimation aujourd'hui. Et là, on a une autre solution qui s'appelle le Paxlovid, qui est un traitement antiviral qui doit être administré assez tôt après les symptômes. Et donc, c'est pour cette population d'immunodéprimés. Mais ça peut être aussi des gens à risque qui n'ont pas eu un parcours vaccinal complet. Avouez que sur cette vaccination, docteur, on a toujours là, un petit peu de mal à comprendre qui est éligible, qui ne l'est pas. Auparavant, on a eu des grandes campagnes de vaccination en pleine épidémie de Covid, avec des centres ouverts dans toute la France, des catégories de population très bien ciblées. Pourquoi est-ce que cette nouvelle campagne de rappel est globalement un échec? Alors, non, enfin, d'abord, on a eu un démarrage difficile en France et puis en fin de compte, on a été extrêmement vertueux et on s'est très bien vacciné. Sur la fin, d'abord, les autorités de régulation devant l'apparition des variants, elles veulent savoir si les vaccins sont efficaces. Ensuite, il y a des nouveaux vaccins qui ont été introduits. Donc, encore une fois, voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles la communication a été compliquée. Mais encore une fois, les gens, ils peuvent se tourner vers les professionnels de santé. Tout le monde rentre dans une pharmacie, tout le monde voit une infirmière, voit
normalement assez facilement un médecin, il faut se renseigner pour savoir si on est éligible. Il ne faut pas hésiter à rentrer, à demander l'avis. Et là, vous verrez que c'est relativement assez simple et on terminera, si on en a besoin, par avoir la piqûre dans l'épaule. 16h19 dans l'après-midi info, l'actualité en Ukraine et ces images de nos envoyés spéciaux Nicolas Coadou et Stéphane Bojar après des explosions cet après-midi à Kramatorsk. Un bâtiment situé à quelques centaines de mètres de la gare a été touché. Vous voyez ce gros panache de fumée noire. Plusieurs frappes ont eu lieu cet après-midi de manière générale dans la région de Donetsk, signalée par une alerte aérienne. Dans la région de Bakhmout, maintenant, vous allez voir que des combattants russes ont choisi de déserter et de rejoindre les troupes ukrainiennes. Nicolas Coadou, donc l'un de nos envoyés spéciaux en Ukraine, nous explique comment ces soldats se sont retrouvés à changer de camp. Déjà, il y en a certains qui se sont rendus, comme vous l'avez dit. Alors, c'est un cheminement extrêmement compliqué pour qu'ils se retrouvent à combattre. Déjà, il faut qu'ils se rendent, qu'ils rendent les armes. Alors, pour ce faire, les autorités ukrainiennes ont mis en place une plateforme qui s'appelle Save Your Life. En fait, c'est une messagerie, Telegram, un numéro de téléphone sur lesquels ces soldats russes peuvent appeler et on leur explique comment se rendre. Dans cette brigade, il y a ceux qui se sont rendus. Il y a également des Russes de nationalité russe qui n'ont jamais combattu pour la Russie, mais qui ont décidé, au regard des atrocités qui ont été commises, de s'engager pour les forces armées ukrainiennes. Bien sûr, comme vous vous en doutez, il y a ce risque d'agents infiltrés. Donc, ce qui a été mis en place, c'est une sélection extrêmement drastique, à savoir détecteur de mensonges, entretien avec des psychologues avant de pouvoir faire cette formation de 3 mois. Et c'est ensuite, ce n'est qu'ensuite qu'ils se retrouvent sur le front. Voyez ce reportage que nous avons réalisé avec Stéphane Bojar et Oksana Leuta. Sur les réseaux sociaux, leurs vidéos sont dignes de films hollywoodiens. Ils se font appeler Liberté pour la Russie. Cette légion, un peu particulière, est composée de Russes dissidents, de soldats déserteurs, tous engagés contre le pays qui les a vus naître. Face à un parterre de journalistes, ils comptent bien montrer au monde entier que les Russes aussi peuvent s'engager contre Poutine, malgré les risques. Je suis inquiet, mais même le prix de la vie de ma famille ne me fera pas faire un seul pas en arrière. Ti, russe de naissance, nous raconte être parti en Ukraine avant la guerre. Depuis Kiev, il assiste avec dégoût au massacre de Boutcha, d'Irpin. Ce que j'ai vu là-bas m'a beaucoup choqué. Moi, je pensais que l'armée russe était composée de personnes d'honneur. Face à l'horreur, il s'engage dans cette légion étrangère, composée de Russes, Géorgiens et Tchétchènes. Très vite, un fossé se creuse avec ses proches restés en Russie, plongés dans l'endoctrinement poutinien. Au début, je leur disais, c'est très dur ce qu'il se passe ici. Eux, ils me répondaient, c'est pas grave, on va venir te libérer bientôt. Après ça, j'ai arrêté de leur parler. Pour certains Russes, ils sont le fruit d'une prétendue propagande ukrainienne. Pour d'autres, ce sont tout simplement des traîtres. Je combats non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour la liberté de mon peuple russe. En faisant ça, je suis un patriote, je ne suis pas un sbire de Poutine. Ceux-là se battent dans la région de Bakhmout, notamment contre les miliciens du groupe Wagner. Cette légion étrangère est bien souvent en première ligne. Avec ses lance-mortiers, ils sont à seulement 2 kilomètres des Russes. Aujourd'hui, ils seraient plus de 500 désireux de combattre leur propre pays, du moins tant qu'il sera dirigé par celui qu'ils considèrent comme un despote. Tout autre chose à présent, la Coupe du Monde au Qatar. J-1 avant le 8e de finale de la France contre la Pologne. Et c'était la une du journal du Mondial, préparé par Arthur Jean. J-1 pour le 8e de finale des Bleus. Ce sera demain face à la Pologne, coup d'envoi prévu à 16h. Hier, la plupart du groupe France s'est entraîné normalement. Seul Théo Hernandez a été ménagé. Il souffre d'une petite contusion à la cheville gauche, mais devrait être bien là, à l'entraînement de veille de match. Match que redoutent les Bleus, et cela à cause de la qualité de la défense de leurs adversaires polonais. Cette équipe de Pologne a été amenée sur les 3 matchs qu'elle a eu à faire en poule à défendre, à beaucoup défendre. Et elle défend très bien, mais c'est pas la limiter qu'à ça. Il faut respecter ce que fait et ce qu'a fait cette équipe de Pologne et qui mérite d'être là. Pour assister à la 142e sélection d'Hugo Lloris, un record, c'est près de 3000 supporters français qui sont attendus pour ce match.
Ce ne seront pas les seuls à pousser derrière les Bleus puisque les familles des joueurs et du staff doivent atterrir ce soir au Qatar. Un vol affrété par la Fédération française de football est financé aux 2/3 par les joueurs. Les familles assisteront à la rencontre demain puis rendront visite aux Bleus à leur camp de base. Côté polonais, 1500 supporters seront présents au stade Altumama demain et pour cause, c'est historique. La Pologne va disputer son premier 8e de finale depuis 1986. Leur parcours, un match nul face au Mexique pour débuter, une victoire plus rassurante 2-0 face à l'Arabie Saoudite, puis une défaite sur le même score contre l'Argentine. Il faudra se méfier tout de même de cette équipe polonaise et de 2 joueurs en particulier. Il y a 2 éléments, il y a l'attaquant Lewandowski qui est un joueur qui peut faire la différence à n'importe quel moment, et également Szczesny qui réalise un tournoi fantastique. Et je pense que si la Pologne aujourd'hui est en 8e de finale, il le doit également à son gardien de but. À suivre aujourd'hui le début de ces 8e de finale. La rencontre entre Pays-Bas et États-Unis vient tout juste de débuter. Ce soir, l'Argentine affronte l'Australie à 20h. Oui, Minou. Hein? Attends 2 secondes. Oui, j'y suis. Oui, j'ai les choses piquantes, j'ai tout ça, tout est chaud, tout est... Oui, j'arrive, allez, à tout de suite. C'est fou ça, j'ai l'impression qu'elle me connaît pas. Oh. Wow. Non, Omar, oui, c'est moi, je suis ton guide. Bienvenue dans la nouvelle app Zobet. Ici, tu contrôles tout de Paris. Tu choisis ce qui va te faire vibrer. Élimine le joueur grande. Attends. Non, désolé Omar. Non, je le prends pas. Tu as raison, c'est aussi ça le pari. Avec le nouveau Zobet, tu es son première loge pour parier. Zobet, parier sur le plaisir. C'est un manque de respect pour les téléspectateurs. Bien sûr que c'est un manque de respect. Je sais pas de quoi il parle, je vois même pas la télé, mais bon. Quoi, Eh ben voilà, toi aussi tu vas te prendre un carton. Ouais, change-moi la table. Carrément, tu changes d'équipe? Waouh. Eh ben savoir changer, ça change tout. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Governor of Poker 3 apporte l'amusement à la table. Pouvez-vous bien jouer vos cartes? Choisissez une table, jouez avec finesse et battez des joueurs du monde entier en direct. Governor of Poker 3, recherchez GOP3, téléchargez l'application et jouez gratuitement. La météo avec Kaspersky. Votre vie en ligne est importante. La nouvelle solution Kaspersky protège les appareils contre toute menace. Kaspersky. La météo avec Conto. Avec le compte pro Conto, simplifiez votre quotidien bancaire. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Et ce sont des conditions donc hivernales qui s'installent doucement, progressivement sur le pays. Alors malgré tout, cette baisse des températures a été assez brutale. On est toujours dans un flux de secteur Est. On a toujours donc ce temps relativement calme, mis à part sur les régions méditerranéennes, puisque là c'est un flux de sud qui s'installe avec ses remontées humides là et ces pluies qui s'installent des Cévennes jusque sur le littoral, des pluies localement soutenues, localement orageuses. Ailleurs donc un temps plutôt sec, plutôt calme également. Et puis pour la journée de demain, bien on va conserver exactement ce même type de temps. De la grisaille sur les régions du nord. On pourrait même voir voltiger quelques flocons sur les régions plus au nord, mais ça ne tiendra pas au sol. Et puis plus au sud, on a toujours donc des Bouches-du-Rhône en remontant sur les Cévennes, ces nuages et ces précipitations soutenues. Même chose sur l'est du Rhône avec de la neige sur l'ensemble des reliefs. Et puis dans le courant de l'après-midi, bien quasiment pas d'évolution, hein. Si ce n'est quand même que les éclaircies vont revenir là sur le sud-ouest. Donc ce sera plutôt agréable. Ailleurs, toujours des nuages, toujours des précipitations, qui reviennent plus au nord. Et puis ici, ces précipitations du sud-est en remontant sur la région centre qui s'installent, de la neige sur les reliefs à basse altitude et des températures, on les découvre en matinée, qui s'échelonneront au réveil de -1 à Lille jusqu'à 9 degrés. Ce sera du côté de Nice, il fera 1 degré à Paris. Ça reste très froid. Et dans le courant de l'après-midi, des valeurs comprises entre 2 et 17 degrés. Toujours 2 degrés seulement du côté de Lille, 5 à Paris, jusqu'à 17 degrés. Ce sera pour la Corse. C'était la météo avec Kaspersky. Votre vie en ligne est importante. La nouvelle solution Kaspersky protège les appareils contre toute menace. Kaspersky. C'était la météo avec Conto. Avec le compte pro Conto, simplifiez votre quotidien bancaire.
C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Bientôt 16h30 sur BFM TV à la une de l'après-midi info. Que s'est-il passé hier devant ce collège de Sarcelles dans le Val d'Oise? Un adolescent de 13 ans a été poignardé. Un jeune s'est rendu à la police ce matin. Est-il l'auteur du coup de couteau? Quel est le motif de cette agression? Les précisions dans ce journal avec Cécile Olivier du service police-justice et avec Boris Karlamov qui a rencontré le grand-père de la victime. C'était un week-end de grève à la SNCF. 60% des TGV et des trains intercités sont annulés en raison d'un mouvement des contrôleurs qui menace maintenant de faire grève pour la période de Noël. Le ministre des Transports appelle à la responsabilité collective. C'est le documentaire qui va faire trembler Buckingham. Harry et Meghan le 8 décembre sur Netflix. Quelques heures après la révélation d'une première bande-annonce, la presse britannique craint un nouveau séisme au sein de la monarchie. Au royaume de Charles III, c'est autant le contenu de ce docu-série que le timing de sa diffusion qui agace. À la une donc cet après-midi, cet adolescent de 13 ans poignardé hier devant son collège à Sarcelles dans le Val d'Oise. Cécile Olivier, chef du service police-justice de BFM TV, est avec nous. Que s'est-il passé précisément devant cet établissement scolaire ? Eh bien, tout s'est déroulé à la sortie des cours, à 17h30. En fait, 3 adolescents s'en sont pris à un collégien de 13 ans qui est nouvellement arrivé dans cet établissement. Et l'un des 3 ados lui a donné un coup de couteau, une plaie assez profonde au flanc gauche. Il a été transporté à l'hôpital Neckar, mais son pronostic vital n'était pas engagé hier soir. Et d'après sa famille, il va mieux aujourd'hui. Cet élève a réussi à se réfugier dans l'enceinte du collège, a donné l'alerte et il a même réussi à identifier l'auteur du coup de couteau qui est, selon ce qu'il dit, un élève qui a été récemment exclu du collège. Cette agression reste mystérieuse pour le moment, mais un mineur de 14 ans s'est rendu à la police ce matin, s'est présenté au commissariat de Sarcelles. On ne sait pas si c'est l'auteur du coup de couteau ou l'un des 3 agresseurs, mais en tout cas, cette audition permettra peut-être d'en savoir un peu plus et cette enquête a été confiée au commissariat de Sarcelles. Voilà pour ces dernières informations. Merci beaucoup Cécile Olivier. On va maintenant retrouver Boris Karlamov. Vous êtes notre envoyé spécial à Sarcelles dans le Val d'Oise. Et Boris, vous avez pu rencontrer précisément le grand-père du jeune homme poignardé. Que vous a-t-il dit ? Effectivement, Thomas, avec Laura Champion qui m'accompagne, on a pu échanger avec ce grand-père d'origine turque. Et bien, ce grand-père, il nous explique qu'il suspecte une agression dans un contexte de rivalité entre collèges. On ignore toujours aujourd'hui le motif exact de cette agression. Il nous explique également que les parents de ce jeune collégien de 13 ans, ils hésitent aujourd'hui à porter plainte par peur d'éventuelles représailles. Ce grand-père, il a pu échanger au téléphone aujourd'hui avec son petit-fils qui, vous le savez, est toujours hospitalisé à l'hôpital Necker à Paris. Il nous a donné des nouvelles plutôt rassurantes puisqu'il devrait sortir d'ici à demain. Son pronostic vital n'a jamais été engagé. Il a reçu un coup de couteau sur le flanc gauche, mais voilà, un pronostic vital qui n'a donc jamais été engagé. Cette agression, elle s'est passée juste derrière moi devant ce collège Voltaire hier peu avant 17h30. Cécile Olivier l'a rappelé, un individu s'est rendu de lui-même ce matin au commissariat de Sarcelles, mais on ignore encore s'il est l'auteur des faits. Ces 2 dernières semaines, 2 adolescents ont été tués lors de rixes en région parisienne, une rixe à Paris et puis aussi dans le département des Yvelines. Merci Boris Karlamov avec Laura Champion en direct de Sarcelles pour BFM TV. Dans l'actualité également cette question, les fêtes de fin d'année seront-elles menacées par des grèves dans les transports? Ce week-end, vous le savez, ce sont les contrôleurs de la SNCF qui sont toujours en grève. Seuls 60% des TGV intercités en moyenne circulent. Ce mouvement social a des conséquences assez heureuses, vous allez le voir, pour la concurrence, comme nous l'explique Antoine Forestier depuis la gare de Lyon à Paris. Pour rappel, depuis hier, c'est un TGV sur 3 qui circule, un Ouigo sur 4. Et pour les passagers à destination de Lyon, par exemple, ce sont plus de 15 TGV qui ont été supprimés aujourd'hui. Il y a d'autres solutions. Il y a des Ouigo lents qui mettent 5 heures à arriver à destination, mais il reste très peu de place. Et il y a également cette concurrence italienne, Trenitalia, qui s'est implantée en France ici depuis environ 1 an et qui propose 5 allers-retours par jour entre Lyon et Paris. Certains passagers qui ont vu leur billet supprimé par la SNCF se sont reportés vers cette compagnie. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux interrogés au micro d'Hugo Dorsemène. J'ai choisi parce que je suis allé à une soutenance de thèse à Saint-Étienne et après avoir changé 2-3 fois de billets, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de moyens avec la SNCF de rentrer sur Paris.
Donc on a pris le train italien. J'ai pu voyager dans de très bonnes conditions. D'abord, les conforts sont mieux. Il y a 3 zones de confort. Les tarifs sont très satisfaisants. Le rapport qualité-prix est excellent. En fait, j'ai pris mes billets un peu au dernier moment parce que je viens chercher une voiture sur Paris. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la grève a débuté. Donc, je voulais reprendre un TGV, mais il n'y avait malheureusement plus de place. Et du coup, j'ai essayé de trouver une autre solution alternative, etc. Et du coup, le train italien avait encore des places. C'est la première fois. Comment c'était ? Tip top. Certains de ces passagers nous ont dit qu'ils n'hésiteraient pas à réserver de nouveau avec cette compagnie italienne si jamais il y avait de nouvelles grèves. Il y a d'abord des menaces puisque des préavis ont été déposés le 7 décembre prochain notamment et également pour Noël et pour le Nouvel An. Et oui, les grèves, alors que la direction de la SNCF et les syndicats précisent qu'une nouvelle phase de négociation doit avoir lieu la semaine prochaine concernant les chefs de bord. On l'a vu, le mouvement pourrait être reconduit pile pendant les fêtes de fin d'année. Une menace à laquelle s'ajoute celle de grève dans le secteur aérien pour cette même période. On fait le point avec Jules Boiteau. Ce matin, sur les quais de la gare de Lyon à Paris, 6 TGV sur 10 annulés en moyenne et des voyageurs contraints de revoir leur trajet. Un mouvement de grève qui pourrait durer. Des préavis ont d'ores et déjà été déposés pour la période des fêtes à la SNCF, mais aussi dans l'aérien. Plusieurs syndicats Air France ou EasyJet menacent de perturber le trafic durant cette période cruciale. En visite à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ce samedi, le ministre des Transports veut croire que les négociations débloqueront la situation. J'ai échangé avec notamment la direction de la SNCF encore ces derniers jours. Moi, je ne me résous pas à ce que les choses soient écrites et donc il doit y avoir une discussion, un dialogue social. Quand je suis arrivé, il y avait des grèves à la SNCF. Elles ont pu s'arrêter parce que le dialogue social a repris et puis parce que chacun aussi doit avoir un esprit, je crois, de responsabilité. À la SNCF, les négociations annuelles obligatoires débutent mercredi prochain. La CGT, Sudrail et la CFDT appellent à une grève unitaire ce jour-là. Mais la colère sociale ne se limite pas qu'au transport, selon la CGT. Il y a effectivement des colères dans la grande distribution, il y a des mouvements chez Carrefour, il y a des mouvements chez Sanofi, extrêmement importants. Donc il y a une colère sociale qui bouillonne un peu partout, chez les cheminots bien évidemment, mais également à la RATP, dans le privé. Des mouvements de grève qui pourraient se multiplier avec le dossier explosif des retraites. Le gouvernement a promis de présenter son projet avant les fêtes de Noël. D'autres mouvements sociaux sont-ils à craindre à la rentrée de 2023 ? Elisabeth Borne a en effet choisi d'annoncer le 15 décembre prochain aux syndicats et aux Français ce que contiendra la réforme des retraites qui sera présentée en janvier prochain. Et Emmanuel Macron, en interview à nos confrères de TF1, confirme l'importance de relancer cette réforme. Il ne faut pas être bravache et dire j'irai au bout. Oui, nous devons faire cette réforme. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on ne la fait pas, on laisse le système de retraite par répartition en danger. Toutes les études sérieuses le montrent. Le comité de suivi des retraites l'a très bien montré. Les besoins de financement sont massifs et ils vont continuer de s'accroître dans les prochaines années. Et donc le seul levier que nous avons, c'est de travailler un peu plus longtemps. Et il se trouve que quand on compare la France avec tous ses voisins, nous avons de la marge. Décryptage de cette déclaration d'Emmanuel Macron sur les retraites avec Mathieu Coache du service politique. Il dit qu'il a le mandat des Français pour faire cette réforme qui a longuement été présentée pendant la campagne présidentielle. Et puis ce qu'il ne dit pas, mais ce que l'on sait par son entourage, c'est que stratégiquement, il estime aujourd'hui qu'il aurait beaucoup plus à perdre à ne pas faire cette réforme qu'à y aller, quitte à devoir affronter des manifestations, des grèves. Et ça, le gouvernement s'y prépare déjà. En revanche, sur la méthode, il devrait y avoir des différences majeures par rapport à 2020. Vous vous souvenez des explications absolument incompréhensibles sur le système de retraite à points ? Eh bien, c'est fini. Ce sera Emmanuel Macron le répète d'ailleurs dans cette interview, une réforme efficace et juste, c'est en tout cas comme ça qu'elle sera présentée, et cette volonté de justice sociale, elle va être répétée, rabâchée dans les jours et dans les semaines qui viennent, avec un minimum retraite qui pourrait atteindre 1 260 € net, la prise en compte de la pénibilité, des carrières longues, la fin des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants. En revanche, et là pour répondre à votre question, ce que ne dit pas Emmanuel Macron dans cette interview, c'est l'âge légal de départ à la retraite. Travailler plus longtemps est le seul levier, dit-il, mais plus longtemps, est-ce que c'est 65 ou 64 ans ? Eh bien on sent que c'est évidemment la seule variable d'ajustement acceptée aussi bien par Emmanuel Macron qu'Elisabeth Borne. Réponse donc le 15 décembre lorsque le projet de réforme sera présenté aux partenaires sociaux. Alors c'est très bientôt parce que ça aussi c'est une leçon de 2020. Le gouvernement veut aller vite et ne pas tomber dans un tunnel de négociation.
Avec ces mouvements sociaux qui sont déjà en cours, on l'a vu, mais aussi l'inflation. Est-ce que tout cela va faire peser de gros doutes sur les fêtes de fin d'année avec la hausse des prix? Les Français vont-ils se serrer la ceinture pour faire leurs cadeaux? Marion Russell est allée à la rencontre de personnes en train de commencer leurs achats à Paris. C'est le début de la dernière ligne droite et l'heure pour le Père Noël d'aller faire les courses. Alors niveau budget, cette année, les Français ont majoritairement fait le choix de conserver un budget similaire pour les cadeaux à celui de l'année dernière. 354 € en moyenne pour ces cadeaux, comme les clients de ce centre commercial nous le confirmaient ce matin. Ouais, à cause de l'inflation, tout est plus cher, facture d'électricité, donc on essaie de faire attention. Après, c'est pour la famille, donc moi, je compte pas trop quand même. Non, j'ai fait un peu plus attention quand même que les autres années, mais j'ai quand même envie de faire plaisir, donc du coup, quand j'ai un cadeau coup de cœur, je le prends. Et pour préserver le pouvoir d'achat des Français, les grandes enseignes s'adaptent également. Alors il y avait eu le Black Friday et ses promotions, mais ces ristournes, certaines continuent jusqu'à Noël. Alors depuis ce matin, il y a du monde dans les allées de ce centre commercial au centre de Paris. Nous ne sommes pas encore dans le stress des derniers jours, mais je peux vous le dire, dans les rayons, tout est prêt pour que le pied du sapin soit bien fourni dans quelques semaines. Et pendant ce temps, la France se prépare à un hiver sous tension, plutôt en sous-tension. Des coupures temporaires de courant seront possibles. Alors pas à court terme, selon le directeur exécutif de RTE, mais dans le courant de l'hiver, sans doute. Alors en cas de coupure d'électricité, on sait déjà que les établissements scolaires devront fermer leurs portes. Le ministère de l'Éducation nationale a tenu à rassurer, les parents ne seront pas informés à la dernière minute. Un établissement ne pourra pas faire l'objet de plus de 3 fermetures dans l'hiver. Reste de nombreuses questions à ce sujet. Les précisions d'Adrien Portran et Véronique. Les établissements scolaires pourraient être eux aussi plongés dans le noir en cas de délestage. Les contours de cette mesure très décriée se précisent. Quand interviendront ces coupures d'électricité? Le courant dans les écoles, collèges et lycées sera supprimé uniquement entre 8h et 13h. Aucun établissement ne connaîtra 2 coupures d'électricité dans la même journée. Et pas plus de 2 à 3 coupures d'électricité sur toute la période de tension. Quelles conséquences pour les établissements? En cas de délestage, l'établissement concerné fermera ses portes toute la demi-journée. De quoi faire grincer des dents les chefs d'établissement. Le faire, oui, mais il nous faut de l'anticipation. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas nous demander l'impossible. Il est très clair qu'on ne pourra pas fermer des écoles, des collèges, des lycées instantanément, et on pourra surtout, avec grande difficulté, les rouvrir en cours de journée. Inquiétude aussi du côté des parents d'élèves. Car si les collectivités ne mettent pas en place une 3e rotation de bus à la mi-journée, aucun transport scolaire ne sera proposé aux élèves. Ça pose quand même pas mal de problèmes d'organisation et des risques pour les parents. Comment s'organiser, trouver quelqu'un, enfin, la dernière minute pour trouver des parents pour garder, je sais pas, s'organiser, c'est pas évident. En plus des fermetures de classes, le périscolaire pourrait aussi être impacté. Si une coupure doit intervenir entre 18h et 20h, les parents n'auront d'autre choix que de venir chercher leurs enfants. Seuls les personnels des métiers considérés comme prioritaires verront leurs enfants accueillis à l'école. Cela concerne le personnel des hôpitaux, de la sécurité civile et de l'administration pénitentiaire. 16h40 de l'actualité sanitaire à présent. Grippe, bronchiolite, Covid. Santé publique France alerte sur une triple épidémie complètement inédite. Avec plus de 59 000 nouveaux cas quotidiens, l'épidémie de Covid-19 est en effet en pleine reprise, plus 21% en 24 heures seulement. Les hospitalisations ont quant à elles augmenté de 20% en une semaine. Alors pour passer des fêtes de fin d'année sereines, les médecins invitent en ce moment à se faire vacciner. Mais dans quel cas recourir à une dose de rappel? Hugo Dorsemène et Jules Boiteau vous expliquent. Face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, les médecins insistent sur l'importance de la vaccination, même pour les personnes avec un schéma complet. Quand est-ce qu'on a fait le rappel Covid, nous? On l'a fait... En janvier, je vois. Et dites donc, il en faut un autre. Hein. Mais je suis à 3. 2 plus une contamination. Oui, il faut au moins une en plus. Selon Santé publique France, toute personne de 12 ans et plus est éligible à une 3e dose de vaccin, 3 mois après la seconde, peu importe le nombre de contaminations et la fragilité des patients. On sait que les gens qui ne sont pas fragiles ne vont pas être très malades, mais peuvent être contagieux et contaminer les gens fragiles. Donc par exemple, moi qui ne suis pas très fragile, je suis bien vacciné contre Covid et grippe. La campagne pour la 2e dose de rappel est également lancée. Sont éligibles les personnes de plus de 60 ans ou à risque, les résidents en EHPAD, le personnel de santé, mais aussi tous ceux qui sont en contact avec des personnes vulnérables.
Une dernière catégorie qui englobe une très grande partie de la population. Quand on dit aux personnes qui sont en contact des personnes fragiles, c'est la population élargie. Et c'est pas plus mal que ça, puisque nous avons cet outil qui fonctionne. La réduction drastique de la mortalité, de l'impact hospitalier est indéniable. Pour améliorer l'efficacité du rappel vaccinal, le gouvernement recommande les sérums ARN messager bivalents qui protègent contre tous les variants du virus. En France, il s'agit des vaccins Pfizer et Moderna. Bruno Felus, bonjour. Vous êtes pharmacien à Bonjour. Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Alors, il y a toujours des personnes éligibles à ces doses de rappel. On va les rappeler, les préciser. Est-ce qu'elles viennent plus nombreuses en ce moment dans vos pharmacies? Oui, avec justement la température, le froid qui arrive, l'hiver et la campagne de vaccination grippe qu'on a eue depuis le mois d'octobre qui a démarré, on commence à se recentrer un petit peu sur l'apparition du Covid, plus les tests. Donc, il y a une prise de conscience de la population et d'un certain âge pour venir se faire vacciner dans les pharmacies ou dans les lieux où on peut les vacciner. Tout le monde peut venir ou vous vous concentrez d'abord sur les personnes à risque? On se concentre déjà sur les personnes à risque. Les jeunes ne sont pas prioritaires, mais aujourd'hui, il n'y a pas assez encore de personnes à risque qui se sont refait vacciner de la 4e ou de la 5e dose. Justement, on rappelle que pour cette 4e dose notamment, c'est donc le 2e rappel, ce sont les plus de 60 ans qui sont concernés actuellement, résidents d'EHPAD, personnes à risque, personnes vivant avec des personnes à risque et les femmes enceintes pour faire dans les grandes lignes. Est-ce que vous subissez une hausse de ces demandes de tests ou de ces demandes de vaccination actuellement? Votre activité se déporte dessus ou pas encore? L'activité de pharmacie, officine de ville, comme le milieu médical, en période hivernale, il est au maximum entre les différentes maladies hivernales. Vous avez parlé de la bronchiolite, exact, on a le Covid, on a la grippe. Mais habituellement, c'est un peu l'une après l'autre. Là, tout arrive en même temps. Tout arrive en même temps. On arrive à gérer. On n'est pas très inquiets, les pharmaciens. On s'organise, comme on a pu faire depuis quelques années. Alors, c'est vrai qu'il faut prioriser un petit peu les actes. Et surtout, en plus, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a d'autres problèmes en officine par les laboratoires pharmaceutiques. On a des ruptures de médicaments. Alors, lesquels, par exemple? Vous avez certains antibiotiques, des antalgiques, des produits qu'on n'arrive pas à avoir, alors qu'on arrive à substituer. Mais on sent que les stocks se tendent. On sent qu'il va y avoir un petit problème. Mais voilà, c'est assez compliqué de gérer les ordonnances aujourd'hui. Donc, on nous rajoute encore des difficultés à la difficulté. Et on a parfois un peu de mal à gérer. On arrive quand même, mais c'est vrai qu'on a une période un peu stressante pour le milieu médical, mais on s'organise. Alors d'ailleurs, pour simplifier les choses sur la vaccination, est-ce que vous conseillez de se faire vacciner en même temps contre le Covid et contre la grippe? Oui, vous pouvez. Vous pouvez vous vacciner en même temps, bras droit, bras gauche, grippe et Covid, et comme ça, vous l'avez fait. Ou il y a certaines personnes qui veulent attendre. Là, le but, c'est de se faire vacciner. Donc, si on attend entre 15 jours, une semaine, on le fait en même temps, c'est pas grave. Le but, c'est d'avancer. Aujourd'hui, la grippe est importante parce qu'elle arrive, elle est forte pour les jeunes, pour les moins jeunes. Mais en tous les cas, voilà, il faut savoir gérer sa vaccination. Covid, grippe, Covid, on sait, c'est pour les personnes sensibles. Mais la grippe aussi, allez dans vos pharmacies, vous faire vacciner parce que ça reste important et ça augmente les défenses immunitaires. Cette question à présent, y aura-t-il bientôt un nouveau séisme au sein de la monarchie britannique? La presse outre-Manche le craint depuis la révélation d'une première bande-annonce d'un prochain documentaire sur Harry et Meghan qui sera bientôt diffusé sur Netflix. C'est autant le contenu du docu-série que le timing de sa diffusion qui agace. Les explications de Laure Van Ruymbeck, notre correspondante à Londres. Oui, car la bande-annonce est sortie jeudi, c'est-à-dire en pleine tournée de William et Kate aux États-Unis. Et pour les fans de la monarchie, ça ne passe pas du tout. Des sources au palais de Buckingham affirment à la presse que cette décision grossière a été prise délibérément pour torpiller le voyage de William et Kate. Ils surnomment d'ailleurs Harry et Meghan les Kardashians, car ils cherchent toujours l'attention. Selon le Daily Mirror, William et Kate, à leur retour, vont s'entretenir avec le roi Charles pour une réunion de crise. Du côté des proches du palais, on veut afficher
un front uni pour faire face à la tempête. Et les collaborateurs de Charles, de William et de Kate vont regarder cette série pour réagir rapidement à toute accusation préjudiciable à la monarchie. Ils reprochent au Sussex de tout étaler sur la place publique alors que la famille a tenté à plusieurs reprises de faire la paix en privé. Le Daily Mail, un autre tabloïd également pro-monarchie, a publié hier soir un sondage dans lequel près de 10 000 lecteurs ont participé et 98% d'entre eux veulent que le titre de duc et de duchesse leur soit retiré. Le Télégraphe, de son côté, a publié une enquête sur ce que pensait réellement la reine Elisabeth II à la fin de ses jours. Elle aurait été dévastée par la trahison de Harry et Meghan et aurait demandé à plusieurs reprises pourquoi persiste-t-il à attaquer l'institution qui leur a tant donné. Donc vous l'avez compris, c'est une semaine très compliquée pour la famille royale qui doit faire face à des accusations de racisme, à cette bande-annonce. Et on parle déjà de l'autobiographie du prince Harry prévue pour le 10 janvier et qui s'annonce elle aussi être explosive. Et du football, à présent en marge de la Coupe du Monde au Qatar. L'inquiétude grandit sur l'état de santé de Pelé. Selon les dernières informations des médias brésiliens, le footballeur serait désormais en soins palliatifs, ce qui a fait réagir Kylian Mbappé sur Twitter. Il adresse ses prières pour le roi Pelé depuis le Qatar, où la France joue La France joue demain en Coupe du Monde. On part à Doha. Votre rendez-vous foot avec l'application Avis. La location de voiture simple et rapide en un clic. Retrouvez votre rendez-vous avec Malo. Yaourt, fromage frais et dessert de tradition française depuis 1948. Malo, le bonheur est dans le pot. Et au Qatar, depuis aujourd'hui, la compétition entre donc dans une nouvelle phase, celle des matchs à élimination directe, les 8e de finale. Et c'est dès demain que la France jouera la sienne face à la Pologne. Arthur Perrault, vous êtes notre envoyé spécial au Qatar. Comment les Bleus se préparent-ils ? Bonsoir. L'équipe de France qui ne change pas ses bonnes habitudes en veille de match avec ce matin une conférence de presse en présence d'Hugo Lloris et de Didier Deschamps, le sélectionneur qui a été très clair. On sait que l'on va tomber face à une équipe polonaise très défensive qui certes n'a inscrit que 2 buts lors de la phase de poule mais qui peut compter sur Robert Lewandowski, sans doute l'un des meilleurs attaquants d'Europe, et puis son gardien Szczesny, déjà 2 pénaltys arrêtés pour lui depuis le début de la compétition, dont un face à Lionel Messi. Les Bleus, eux, restent très concentrés avec en ce moment même une séance d'entraînement au stade Jassim Bin Hamad ici à Doha, le repère de l'équipe de France, avec une dernière incertitude qui devrait être levée assez rapidement concernant Théo Hernandez qui souffrait d'une légère contusion à la cheville gauche. Il participe en ce moment même à cette séance d'entraînement. Et puis Hugo Lloris qui devrait honorer demain sa 142e sélection en bleu et ainsi rejoindre le record détenu par Lilian Thuram. Merci Arthur Perrault pour ces explications.